voilà, on va lancer cette émission pour fêter les 20 ans de la sortie du film Camping, qui a été tourné ici, sur ce même lieu, ce qui est assez fou. Et donc, pour commencer, évidemment, Fabien, je me tourne vers toi. Ça te fait quoi ? C'est quoi de revenir ici, 20 ans après, de regarder tout ce qui s'est passé ? C'est pas 20 ans après, puisqu'on a fait le 3 en 2016. Ah ouais. Donc, 10 ans, ouais. 10 ans, mais en fait, dès que je passe dans le coin, je passe toujours à me faire un petit coucou au Flot Bleu. Donc, évidemment, ça me fait toujours une émotion, parce que ce que je me rappelle, c'est la première fois où on a posé on est venu, on savait pas qu'on faisait un film qui allait rester. Nous, on faisait un film sur les vacances, sur une partie de nos vies avec Franck Dubosc et moi. Et voilà, et puis il est rentré dans le cœur des Français, donc évidemment ça fait quelque chose. Mais il faut savoir que nous on a tourné cette partie-là, mais il y a d'autres coins, notamment la vue qu'a Claude Brasseur dans le film, qui n'est pas tournée ici, parce qu'ici ça donne pas sur le bassin. Donc nous on a tourné sur plusieurs endroits, mais c'est effectivement un côté très émouvant. C'est aussi un film qui a changé la vie du camping, donc je me tourne vers toi, Aurélie. 20 ans après, il y a eu les autres films, mais qui ont donné aussi beaucoup de visibilité au camping. 20 ans après, est-ce qu'on te parle toujours du film ici ? Est-ce que le film de Fabien résonne toujours ici, dans le cœur des gens ? Est-ce que des gens viennent spécialement pour ça ? Qu'est-ce que ça a créé ici ? Il n'y a pas de camping sans le film, de toute façon, et il n'y a pas de film sans Franck Dubosc. C'est quand même le campeur le plus connu de France. On a sa photo dehors et c'est toute la journée que les gens viennent. De la même façon que quand on va à Paris, on va à la Tour Eiffel, on va sur l'eau, on va voir les cabanes Chanquet. Et quand on vient sur la dune du Pilat, on ne peut pas faire autrement que s'arrêter devant le camping. On a eu l'enseigne qui est restée. C'est l'enseigne que Fabien avait construite au départ pour le film. Elle est toujours là. On la répare chaque année après les tempêtes. Et si des fois elle n'est pas là parce qu'elle est en réparation, c'est des questions sans arrêt. Où est l'enseigne ? Il faut remettre l'enseigne. Il faut qu'on prenne des photos. Donc pour nous, c'est un attachement, c'est normal. Ça fait partie de la vie de ce camping qui est tellement spécial pour tout le monde. Mais on est très très content que Fabien soit parmi nous ce soir. Oui, je vous remercie. Il faut savoir que cette enseigne Camping des Flots Bleus, moi j'étais au lycée, vous pourrez voir tout ça dans mon livre, hein, si certains veulent l'acheter. J'étais au lycée avec le frère de Laurent Voulzy. Et c'était mon voisin de classe. Et il me disait, mon frère va faire un album. On le prenait pour un mytho. Et en fait, quelques années après, j'ai entendu son tube Rock Connection. Et dans Rock Connection, il y a un couplet qui dit « Au camping des Flots Bleus, je me peigne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé, je ne vais pas vous la chanter, je me serais payé une guitare. » Et donc, ça m'est resté. Je me dis « Camping des Flots Bleus ». Et quand on a écrit avec Franck, on avait un titre générique qui était le Camping des Flots Bleus. Donc, il ne s'appelait pas comme ça. Il s'appelait Camping de la Dune. Hein. C'est toujours le Camping de la Dune. C'est ce qu'on appelle, c'est le Camping de la Dune. C'est la Dune qui fait venir beaucoup de nos clients. Bien sûr. On a beaucoup de clients étrangers qui ne connaissent pas le film. La clientèle française, évidemment, est associée tout de suite à la venue sur la dune du Pilat. Mais c'est son nom de scène. Et ça reste toujours... Alors, pour la petite anecdote, on a quand même des clients... Il y a des campings qui s'appellent les campings des Flots Bleus ailleurs en France, qui viennent avec leur réservation en Vendée. Alors qu'ils ne sont pas ici. Ils ont conduit 3 heures de route et on essaye, nous, de les accommoder autant qu'on peut. Mais pour la petite anecdote, ça nous fait sourire, eux, beaucoup moins. Oui, quand il y a 5 heures de route derrière, c'est beaucoup moins drôle. Cher François Ruffin, la grande question, c'est quoi le lien entre un candidat à la présidentielle et le film Camping ? En fait, moi, j'ai fait j'avais fait une intervention publique où je disais, voilà, Camping est un grand film de gauche.
Parce qu'à l'intérieur, il y a un chirurgien esthétique, Gérard Lanvin, qui se retrouve coincé avec sa voiture de James Bond, qui va, malgré lui, dans ce truc popu, où au début, il y a une espèce de travelling, où il voit des gueules. Il se dit, mais qu'est-ce que je suis arrivé chez les hommes de Cro-Magnon, comme il va l'exprimer plus tard. Et puis, au fur et à mesure, par sa fille aussi, il devient habité par ces sociabilités populaires. Et voilà, c'est les gens qu'on aime. Et donc, j'avais été intervenu. Voilà, Camping, pour moi, est un grand film de gauche. Et j'avais reçu, alors je ne sais plus par quel canal, mais un message de Fabien qui disait « Ruffin a raison ». C'est un film social, parce que bon, on en reparlera, mais il a les contours d'un film de comédie, mais quand on regarde, il y a toutes nos vies, et moi je viens d'un milieu très populaire, et Franck aussi, et on s'est d'ailleurs connu là-dessus, parce qu'il était venu me voir après Jet Set. J'avais fait un film qui s'appelait Jet Set qui avait cartonné, et Franck Dubosc vient me voir un jour dans une boîte à Deauville. On s'est retrouvés là-dedans. Il me dit, moi, tu sais, je viens de la banlieue de Rouen, je voudrais faire un film qui s'appelle Camping. Il a fait 27 ans de camping, Franck, donc c'est vraiment pas une posture. Et il avait noirci un cahier orange de tous ses souvenirs. Et d'ailleurs, et pour la petite anecdote, il devait le faire avec Vincent Lindon. Et puis, il me disait, c'est bizarre, Vincent Lindon, il me reçoit toujours dans des grands hôtels, donc je peux pas le faire avec lui. Donc, en fait, il l'a fait avec moi, et voilà, on s'est rencontrés, on a raconté nos souvenirs de vacances communs. Lui, il en avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il avait même toutes les anecdotes, comme ce campeur qui ramasse le dentifrice au bord des lavabos, la façon de porter le papier cul. Il avait tout. C'est un campeur XXL. Donc, Nos amis Maïté et Didier n'ont pas 27 ans de camping derrière eux, mais quand même 12 belles années en famille. Très belle année. Et je pense que nous, ce qu'on avait quand même envie de vous poser comme question, c'est vous êtes plutôt quel genre de couple? Vous êtes plutôt le couple Pic ou le couple Gatineau? Je dirais les tuches. c'est une bonne réponse. Très bonne réponse. Il faut leur donner des frites. En vrai, de vrai, on voulait vous demander qu'est-ce que vous retrouvez dans le film, dans la vraie vie ici? Beaucoup d'anecdotes. Il y en a beaucoup. D'abord, quand on arrive en camping, c'est l'accueil de tout le monde. Voilà, aussi bien les techniciens qu'à l'accueil, tout le monde est très chaleureux. Et on est à nos 5 petits-enfants qui nous régalent parce qu'il y a plein d'anecdotes. Et puis, moi aussi, je fais un petit cahier pour rappeler les anecdotes du camping. Voilà. Merci beaucoup. François, toi, quand on parle des valeurs du camping, de vivre ensemble, de partager ici des choses en famille, qu'est-ce que ça t'évoque aussi en tant que personnalité politique qui peut défendre des choses? Je vais d'abord dire en tant que reporter, moi, à la fin des années 90, j'avais fait un long papier de défense d'un camping dans mon coin, dans la baie de Somme, parce que je traînais là et j'entendais des gens qui venaient, pas depuis 12 ans, mais depuis 30 ans, qui avaient installé leur bungalow avec des normes et des codes et des types de trucs sur le toit, et c'était coupé de telle manière. Et ça représentait énormément pour des gens qui étaient intérimaires, une maman célibataire qui avait payé 10 000 euros pour avoir un bungalow, plus 10 000 francs pour avoir un bungalow, plus 6 000 francs pour le faire transporter. Et d'un seul coup, il y avait la maire du Crotoy qui décide qu'on va raser tout ça et qu'on va faire autre chose à la place. Et la mère, elle dit, mais bon sang, ça veut dire que je ne peux plus offrir de vacances à mes gamins. Parce que je vais plus pouvoir, j'ai pas les 6 000 francs pour les déplacer mon bungalow. Et c'est des gens qui, en fin de compte, avaient construit tous des petits liens. On dit les liens, il faut tisser des liens. Là, les gens les avaient tissés au fur et à mesure de s'apprivoiser, comme on dit dans Le Petit Prince, s'apprivoiser au fil du temps, au fil des années, d'aller prendre un café d'un bungalow à l'autre ou d'une tente à l'autre, d'échanger un pastis, de rendre des petits services. Je me souviens de Nono, qui était un gamin un peu attardé sur son vélo, et qui livrait le courrier tous les matins. Et donc, il se sentait un rôle, il se sentait utile. Et d'un seul coup, il y avait la mère qui avait décidé, d'ailleurs, ça fait un peu penser à Camping 2,
Bon, on va faire une marina. Je suis heureux de découvrir que c'est pas une marina déjà ici. Mais voilà, d'un seul coup, elle avait décidé que... Et donc voilà, cette sociabilité populaire, à la place de la respecter et lui donner toute sa place, boum, on décidait de la raser. Et au fond, ça ne me surprenait pas, dans un temps où je ressentais un grand mépris pour tous les loisirs populaires. Jouer à la pétanque dans les années 2000, c'était... T'es un plouc, c'est tout. Aller voir des matchs de foot, t'étais un supporter, t'étais bon qu'à boire de la bière devant ta télévision. Le camping, le tuning, ça faisait partie de ces loisirs méprisés là. Et je pense que j'ai ressenti, moi, en voyant ton film, ce qu'on ressentit. Pour ça que ce film a eu succès. C'est d'un seul coup, à la place d'être méprisé, on est valorisé. À la place d'être passé sous silence, on a une existence. Et tu as donné une noblesse à ce loisir populaire. Parce que c'est pas qu'un film drôle. Moi, je trouve que ce film il est extrêmement touchant. Je suis plus dans l'émotion, parfois presque avec des larmes aux yeux en voyant le film, et avec toute la mélancolie, parce que là-dedans, il n'y a personne qui va bien. Et tout le monde, finalement, met sa douleur en commun au camping pour essayer d'en tirer de la joie, mais on voit très bien l'effort qui est fait à travers ça. En fait, c'est assez... c'est très juste parce que je vais faire des révélations, mais Franck allait avec son papa et sa famille en camping. Et le père était au chômage. Donc, il ne fallait pas parler de ça. Donc, il prenait la caravane à Rouen et il descendait à Sénac, au camping qui est au bord de la Dordogne. Et donc, cette parenthèse enchantée, il mettait le slip, comme porte celui de Franck, il mettait les claquettes, le débardeur. Donc Franck, il avait son idée en tête quand il a fait ce personnage. Et en fait, il l'a dédié à son père. Et son père posait la caravane. Et à partir de ce moment-là, il ne fallait plus lui parler du chômage. Mais le petit Franck, il savait qu'on allait retourner dans la brume et dans les ennuis. Alors c'est pour ça que ça trimballe une mélancolie. C'est vrai que les vacances, le camping, c'est beaucoup une histoire de famille. Toi, Sophie, tu as passé beaucoup de temps, non pas au camping, mais sur le bassin d'Arcachon, toute ton enfance en vacances ici. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots, nous dire aussi ce que tu as vu changer dans le mode de vacances, qui serait plus forcément pareil aujourd'hui? J'ai bientôt 52 ans et je pense qu'il y a un seul été depuis 52 ans où je ne suis pas venue sur le bassin d'Arcachon parce que j'avais ma mamie, mon papy qui était là et qui avait travaillé là quasiment toute leur vie. Et oui, on a vu changer le bassin, oui, ça c'est sûr. Le bassin où quand moi j'étais petite et qu'avec mes copines on discutait, ouais, où est-ce que tu vas pendant les vacances, et personne connaissait Arcachon en fait. Et c'est que dans les années 2000, quand Sarkozy est arrivé avec ses copains, que le bassin d'Arcachon est devenu la hype, et où on a vu les Ferrari et les bagnoles de sport se multiplier, et le bassin a changé, et il est devenu de moins en moins accessible pour les gens. Et donc ouais, on l'a vu, mais c'est le cas dans beaucoup de coins de France en fait, où les gens peuvent plus se loger, les gens ne peuvent plus finalement se retrouver tranquillement chez eux parce que c'est devenu l'endroit à la mode, voilà. Et puis ce bassin, on l'a vu changer aussi il y a quelques années maintenant. Quand on se tourne ici, moi j'ai quand même un gros pincement de cœur et plus que de mélancolie et de tristesse de voir la forêt. Faut imaginer ici et voilà, vous qui venez depuis plusieurs années, cette forêt gigantesque à perte de vue, même depuis le haut de la dune, où cette espèce de froutis incroyable. Voilà, et ça c'est aussi les effets de la modernité. Hein. La modernité sur le bassin, c'est les Ferrari, et puis c'est le climat qui se dérègle et la forêt qui brûle. Enfin, les Ferrari, je suis pas trop d'accord avec ça, c'est un peu un cliché. Parce que, en fait, c'est pas un cliché à Arcachon même. Hein. Oui, mais en fait, Ouais. le vrai danger, il est plus sournois, oui, le Cap Ferré. Et donc, ils mettent pas de Ferrari, tout ça, mais ils sont beaucoup plus sournois. Oui, c'est la partie immergée de l'iceberg. Ouais. Mais on l'a vu arriver. Ouais. Moi, et au Cap Ferré, par exemple, à Biarritz, il y avait même pas pour moi, la partie très dangereuse, il y a deux fléaux qui sont arrivés à Biarritz. C'est les frelons asiatiques et les vélos cargo.
Aurélie, toi, tu voulais nous parler des incendies, puisque vous avez été touchée par les incendies ici. Maïté, Didier, vous avez aussi des souvenirs de ces incendies. C'est aussi quelque chose qui a vraiment marqué le camping. Alors ça, c'est un événement des plus marquants, en dehors de la beauté du paysage, des films, de tout ça. Ça a été une tragédie pour ce camping, pour la région, le territoire. Il y a un avant, il y a un après. Nous, l'après, il est reparti tout de suite dans la reconstruction. On s'est tous motivés. Personne n'a voulu regarder derrière, on a regardé de l'avant. On s'est battu. On nous appelle effectivement le petit village des Gaulois parce qu'on est les premiers à avoir ouvert en un an. Même pas 9 mois de travaux intensifs. On est aussi en famille. On n'est pas des gros groupes de camping nationaux, internationaux. On est 4 à prendre des décisions ensemble. On avance tous ensemble avec une équipe soudée. Et c'est ce qui fait aussi notre force. C'est quelque chose qui fait que ce camping est tellement unique. On se bat pour lui. Et effectivement, la forêt a brûlé. Mais ce qu'on voit, nous, c'est qu'aujourd'hui, parce qu'on y est tous les jours, c'est de voir comment elle renaît, comment nous, on est ressortis aussi de très loin. On est debout, on a des clients, on a des sourires, on a des vacances, on a des souvenirs qui se construisent aujourd'hui. Et c'est ça qui fait la beauté du camping. Alors effectivement, le camping lui-même a changé. Les demandes de nos clients aussi ont changé. Et on répond à ces attentes aussi. Et le camping a évolué depuis, ce que Fabien disait, il y a 20 ans. Hein, le camping, il a 20 ans, il a évolué. Et on évolue avec lui aussi. Donc moi, je ne veux pas regarder ce côté négatif, mais de voir en fait ce qu'on a pu reconstruire en étant évidemment beaucoup plus consciencieux de tout. Dans la reconstruction, dans la replantation, la revégétalisation est critique pour la région. Et on fait partie de cet écosystème et c'est important pour nous parce qu'on est une empreinte tellement locale, tellement importante pour la région qu'on se bat tous les jours pour être là où on est. Oui, alors je parle de l'évacuation parce qu'à 3 heures du matin, on nous a dit qu'il fallait évacuer et nous étions en panne de voiture. Mais aussitôt, alors Franck est venu nous dire qu'il y avait un bus pour tout le monde qui attendait. Nous sommes arrivés à la salle et là, je dis chapeau quand même parce que tout nous attendait, les bouteilles d'eau, les gâteaux, le café. On a été logés 3 jours, nourris. Il ne faut pas croire, c'est vrai que ça nous tracassait de voir quand même les feux. Et on ne savait pas comment ça finirait. On avait toujours espoir. Les campings, non, ils ne brûleront pas. Mais dans l'ambiance de la salle, on était très soudés avec des anciens, avec les animateurs, avec Franck qui venait tous les jours. Et on a passé quand même des bons moments. Je ne veux pas toujours que ça soit négatif parce que mes petits-enfants ne voulaient même pas prendre le bus pour partir. Ils voulaient rester dans la salle. Donc voilà. Et puis vous êtes revenus. Vous êtes revenus aussi après la reconstruction du camping. Vous êtes revenus. Mais quand j'ai vu les premières réactions de Franck rebondir comme ça, j'ai dit ça va le faire. Ça va le faire. Merci. Et nous, alors par contre, la première année, quand nous sommes arrivés là, ça prend quand même au triple. Ça, faut reconnaître. Mais arrivé là, on a retrouvé la scène. Tout allait bien. Oui. Didier. Ben oui, effectivement, depuis 12 ans, ça marque quand même les esprits et les petits-enfants. Tout ça pour vous dire qu'on leur demandait tous les ans où c'est qu'ils voulaient aller. C'était toujours la dune. Donc on n'a jamais changé, c'est pour ça qu'il y a 12 ans qu'on vient là. Et voilà, et on va continuer encore tant qu'ils voudront revenir. Voilà. Ouais. Fabien, François, on voit le camping, c'est un art de vivre qu'on sent dans le film. François, cet art de vivre, est-ce qu'il t'inspire? Enfin, qu'est-ce qu'il t'inspire? D'abord, dire que j'ai lu la biographie, l'autobiographie de Fabien. En fait, c'était un gamin qui partait pas en vacances à Villiers-sur-Marne. Et que je dis, moi, peut-être il y a une part de mélancolie dans le film qui est liée aussi au fait qu'il raconte les vacances qu'il n'a pas eues.
pour d'autres raisons, parce que mon père est travaillé dans l'agriculture, et donc on restait à Amiens tout l'été. Donc finalement, moi non plus, j'ai pas connu ça, et peut-être il y a d'autant plus d'attachement à quelque chose que tu n'as pas connu des fois. Bon. Mais moi, je sais que je viens ici, je fais ce moment ici, pour que le gamin de Villiers-sur-Marne, il ait des vacances. Pour qu'il y ait des vacances pour tous les Français, toutes les Françaises, que ça soit les Frots Bleus, ça soit pour tout le pays. Qu'il n'y ait pas 3 millions d'enfants qui aujourd'hui restent à quai, 40% toujours des Français qui ne partent pas en vacances. Je ne sais pas comment on peut être bien dans son pays quand on reste tout le temps au pied de son clocher ou de son quartier et qu'on n'en voit pas la beauté de la mer et de la montagne. Et donc voilà, je viens moi pour un droit à la joie, pour un droit au bonheur de tous, de toutes. Et se dire que 90 ans après le Front Populaire, j'avais une discussion tout à l'heure avec une aide-soignante en psychiatrie en jouant à la pétanque, en disant mais voilà, mais les congés payés aussi, c'est politique. On les a parce qu'il y a eu des ouvriers qui se sont mis en grève et qui ont voté à gauche. Désolé, l'histoire, c'est ça. Et donc, se dire que 90 ans après ça, on a toujours une promesse inachevée pour moi du Front Populaire. Parce que, voilà, ça a commencé, mais à ce moment-là, c'est quelques centaines de milliers d'ouvriers qui sont partis et qui ont vu la mer. Mais 90 ans après, le chemin est toujours pas fini. Et ce droit aux vacances, il n'est toujours pas pour tous. Et donc je pense que là, je dis 2032, on vit mieux. Dans 5 ans, on doit vivre mieux. Et entre autres, il ne faut pas considérer que c'est un plafond. Qu'est-ce que c'est notre objectif ? Pendant longtemps, là, l'objectif, ça a été de dire on veut dépasser les 100 millions de touristes étrangers. C'est bon, c'est fait. Est-ce que l'objectif, c'est d'arriver à 120 millions, 130 millions, 140 millions, ou c'est un moment d'arriver à 67 millions de vacanciers français ? Donc, voilà, il peut y avoir une politique publique là-dessus. Comment on fait pour que 2 jours par an l'été, il y ait le péage gratuit, pour qu'il y ait des billets de train, qu'on puisse circuler dans les TER à 29 €, comme on a réussi à l'arracher pendant un été. Et puis peut-être un retour de camping, aussi une offre publique de camping qui soit accessible et accessible à tous. Merci François. Fabien, est-ce que... Bravo. Fabien, est-ce que tu pouvais imaginer que ton film pourrait emmener ce genre de discussion qui pourrait en fait pousser les gens à avoir envie de partir au camping, qui pourrait pousser les gens à parler de ce que c'est les vacances, le droit aux vacances, qui pourrait faire rêver des enfants ? C'était non, ça n'a pas été fait de cette manière, mais c'était inconscient, puisque en fait, moi, avec Franck, on a trimballé notre caravane de souvenirs et de peines, parce que bon, on masque ça sur la comédie. Enfin, c'est plus facile de raconter sous forme de comédie, mais il y a quand même une tristesse. Cette chanson de Michel Jonas qui disait on allait au bord de la mer, on suçait des glaces à l'eau, on regardait comment vivaient les autres, mais en fait, on se contentait de ça. Et moi, j'ai toujours eu cette mélancolie des vacances parce que je voyais des choses qu'on ne pouvait pas avoir, des choses comme ça, quand on partait. Mais on se contentait de ça. Et voilà, donc ça ne m'étonne pas que... Alors bon, le succès, ça, on ne pouvait pas le prévoir, mais ça ne m'étonne pas qu'on puisse aborder ce sujet parce que moi, ça me fait toujours de la peine. Moi, les quelques personnes qui sont venues dédicacer le livre, alors j'ai pris leur nom, j'ai dédicacé, mais il y a quelque chose, je me sens proche d'eux. Vous voyez, c'est pas des gens qui me sont inconnus. Et donc j'apprends aussi souvent dans la région justement de François, il y a beaucoup de petits gamins qui n'ont pas vu la mer. Donc de temps en temps, ils vont à la mer pour une journée. Alors, c'est déjà ça, hein. Mais ça me provoque toujours quelque chose. Je ne suis pas indifférent à ça. Merci. Là, j'entends à l'oreillette qu'on est quand même là pour faire la fête, pour fêter un anniversaire, et pas n'importe lequel, les 20 ans du film Camping. Et pour fêter un anniversaire, on souffle des bougies. Et j'ai cru que j'avais peut-être des petits complices qui sont là pour te faire souffler ces bougies, Fabien, avec toutes ces belles personnes sur scène. Il y a un peu de vent, ça va nous compliquer la tâche, mais et on va chanter ensemble quand même. Joyeux anniversaire,
Joyeux anniversaire. On Le souffle. souffle, c'est symbolique. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Nous, on a un autre anniversaire. Joyeux Fabien. anniversaire. Joyeux Original n'est plus là parce que les enfants sont anniversaire. passés au travers. Mais on voulait spécialement qu'il laisse une petite empreinte sur quelque chose qui est resté du film, que les gens nous demandent aussi, qu'ils se prennent en photo avec. Les enfants se prennent en photo avec. Ah, Et La elle est là. crevette, la crevette. C'est maintenant, oui. La bouée. merci. Alors là, je suis très honoré. Alors, on n'attend pas Fabien? Faut la signer, faut signer On la veut que tu nous crevette. fasses une dédicace. Ouais, là, il y a la dédicace des 20 ans. Il faut que j'ai Est-ce mon qu'on a un stylo petit qui- stylo, Voilà. Ah bah oui, j'imagine. Et un surtout feutre pour la dédicace? pour rentrer. Ah ouais, c'est déjà signé. C'est pas signé par lui. Non, C'est non, pas signé, là. non, justement. Avec ça, tu vas y arriver? Non, on va prendre un autre stylo, non? Bon, ça va aller. Là, regarde le feutre. Ah, merci madame. Super. Avec l'aide du public. Bravo! Pour ma Joséphine. Ah ouais, ouais. C'est chouette. Oui, mais C'est c'est la génial. phrase du film. Hein. Merci. Wouh! Merci. On a eu la première participation du public qui était le stylo magique qui a permis la dédicace. Merci beaucoup. Courant, merci. Et maintenant, on va vous proposer de poser des questions, si vous avez une question pour nos super invités, pour Fabien, pour François, pour Sophie, pour Aurélie. Eh ben, commençons. Commençons par notre J'ai chère une Maïté. question à vous poser. Patrick, on a connu un Patrick au tout début quand on venait. Et ce monsieur nous montrait la dune, comment c'était avant. Et je me suis toujours demandé si c'était par rapport à lui. Non. Non, d'accord. Non. Mais on a inventé, nous, Patrick Chirac, parce que Patrick, c'était le nom un peu de nos copains de l'époque. Il y a D'accord. Patrick, des Didier. Didier Voilà. Travolta était dans Disco. Et là, c'est Patrick. Et en fait, moi, j'ai pensé à l'appeler Chirac, parce que je me suis dit, quand les haut-parleurs appellent Monsieur Chirac est demandé à l'accueil, Monsieur Chirac. Et donc, ça me faisait marrer d'entendre ce nom-là. Oui. Et puis, lui, il dit, tu devrais changer de nom. Il dit, mais pourquoi ce serait moi qui changerais? Parce que Oui, ça c'était. ça, C'était c'est l'insulte, c'est la révolte populaire. Voilà. Merci Maïté, merci Fabien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le public qui veulent nous poser une petite question? Ne faites pas les timides. Personne? Quelqu'un là-bas? Les enfants? Bon, alors il y a Moi, je vais encore raconter peu. un truc. Eh ben, parce j'allais que te dire. Franck sur le 3, il n'était pas d'accord avec la date de sortie, parce qu'on est sorti en juillet. On a fait 3 millions et 3, mais il n'aimait pas cette date, parce que nous, on avait notre date qui était celle d'avril, parce que on avait un public essentiellement de campeurs, de gens qui venaient voir. Et donc, ça promet, c'était une promesse des vacances quand ça sort en avril. Or, quand ça sort en juillet, et je me suis retrouvé un jour devant les Flots Bleus à faire une interview pour le film sorti en juillet, et les gens qui étaient notre public, et ben quand ils prennent des vacances, ils vont pas au cinéma.
C'est comme ça. Il n'était pas d'accord, lui, pour cette date-là. Et Jérôme Sédou, qui est un grand patron, mais qui connaît rien du tout au camping, et il dit, non, c'est une très bonne date aux États-Unis, quand il fait beau. Enfin, on n'est pas aux États-Unis, bref. Et c'était une très mauvaise date. Et donc, les gens en face du portique m'ont dit, ils n'étaient même pas au courant que le film était sorti. Là, je lui dis, mais vous savez, il y a le film Camping 3 et tout. Ah bon, on ira le voir à la rentrée. Mais vous savez, un film, ça passe vite. Donc, pour eux, là, nous, c'était trop tard. Mais enfin, on a fait quand même un bon chiffre. Et puis, mais il y avait ce problème de juillet. Voilà. Et quand les gens, quand ils sont en vacances, ils sont en vacances. Voilà. Il y a quand même un autre lien entre vous deux, c'est que François, tu réalises aussi des documentaires. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez important, qui vous relie. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fou avec le film Camping, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de jugements de beaucoup de personnes qui sont soit pas allées le voir, soit allées le voir en arrivant dans la salle en ayant des a priori, des stéréotypes même, et qui, en fait, grâce au film, vont changer d'avis sur le camping, sur les campeurs. Et donc c'était aussi quel est le pouvoir de la salle de cinéma, le pouvoir du film documentaire, du film de fiction, de la comédie, de pouvoir faire changer en fait la vie. Toi, ça s'est pas passé comme ça, vraiment. Ça, en fait, quand le film est sorti, le film sentait la merguez. Hein. Les critiques n'étaient pas bonnes, il y avait un mépris, on l'a bien senti. Etc. Mais il y a eu les enfants. Les enfants, dans les cours de récré, se sont emparés de « alors, on n'attend pas Patrick » et c'est devenu à la mode, etc. Et puis les parents, petit à petit, se sont intéressés au film. Ça a pris du temps. Et après, il y a eu les DVD. Les DVD ont beaucoup tourné. Et puis après, il y a eu une espèce d'intelligentsia qui est arrivée et qui a dit c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Donc quand il commence à dire c'est intéressant, c'est qu'il se passe quelque chose. Mais voilà, moi je me rappelle de très très bien des débuts, et on était avec Franck dans un avion, le film sortait le mercredi, on revenait de Nice où on avait fait une avant-première, et on voyait un titre dans le journal du dimanche, Camping, les vacances commencent mal, et nous on se planquait pour pas qu'on soit vu, donc on était très très mal à l'aise avec ça. Mais en fait, c'est le public qui a élu le film. Et je me rappelle de ces tournées d'avant-première où on ouvrait des salles de partout, à Clermont-Ferrand 3, à Lyon 6, et chez Franck, 11 salles d'ouvertes quand Franck est venu. Et ici, à la Teste de Bouche, ils avaient ouvert aussi beaucoup de salles. Donc c'est le public c'est toujours le public qui a raison de toute façon. Et le public, il sait déjà ce qu'il va aller voir. Toi, François, le pouvoir du film, du documentaire sur le monde, le pouvoir de l'art, de la culture, ça te parle? En tout cas, ça ne m'étonne pas. Le mépris pour le camping a rejailli sur le mépris pour le film Camping. Donc il y a eu cet obstacle-là à affronter, mais qui a été très bien affronté. Non, moi j'essaye de faire des documentaires populaires. Et c'est parfois un peu un oxymore, parce que normalement le documentaire, ça peut être un peu précieux, réservé. Et c'est vrai que même je fais des pratiques de cinéma de télé-réalité. C'était le dernier. Moi j'ai beaucoup ri. Et pourtant le sujet, c'était un état des lieux de la France, mais il avait pris un angle de télé-réalité, et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. D'ailleurs, moi je fais le rapprochement. J'ai adoré. Hein. Moi j'ai adoré les films de François. Allez les voir. Non, mais je fais un rapprochement entre Au boulot, le dernier film, et Camping. Au Camping, c'est Gérard Lanvin qui se trouve plongé dans un univers populaire qui n'est pas le sien. Moi, j'ai fait la même chose. J'ai pris Sarah Salman et je l'ai plongée dans des univers de travail populaires. Et finalement, elle en est ressortie transformée. Et je pense avec quelque chose qu'elle n'avait pas dans la solitude de son univers, qui est une forme de communion, qui est une forme de tendresse qu'on ressent dans le film et dans nos deux films. Oui. Et évidemment, je pense que tout le monde cherche une forme de communion. Moi, j'avais ressenti quelque chose de très fort Au boulot, parce qu'on voit Sarah Salman plonger dans des univers durs, les pêcheurs de Boulogne, les conditions de travail, et à un moment donné, on voit dans son univers. Alors, je ne sais pas si c'est au bon marché ou dans un défilé de mode et tout. Mais alors, on n'aime pas ça. Moi, j'adhérais pas, là. J'étais pas content. Je voulais revenir chez les gens.
Et donc j'ai adoré ce film. Et c'était, en fait, un film, ça marche aussi parce que c'est une espèce de douche écossaise. Tu dois passer du rire Ah oui. aux larmes d'un univers à l'autre et tu dois être un peu bousculé comme ça. Si ça, enfin pour moi, Ouais, ouais. si le truc roule tout du long, c'est que ça va pas. Je voulais dire un truc tout à l'heure. Je m'excuse, mais c'est de sauter du coq à l'âne et reprendre mon idée de tout à l'heure. J'ai vu des petits moments où concrètement j'ai eu le sentiment de transformer la vie des gens et j'en suis touché. Je te donne un exemple. Je disais, on avait fait une proposition de loi sur les vacances pour tous et entre autres, il y avait le TER à 29 € par mois pendant l'été. C'était pour tout le monde. Finalement, le gouvernement l'a repris, mais il l'a fait que pour les jeunes. Et un an après, je fais un tournoi de foot, c'est un de mes trucs, et je ramène un gamin qui s'appelle Victor, et je le ramène au quartier nord, et il me dit, ah punaise, je ne sais pas ce que je vais faire l'été prochain, parce que l'été dernier, on avait le TER à 29 €, j'ai pu aller voir ma grand-mère à Saint-Étienne, je suis allé voir mes cousins à Reims, les TER, ils étaient bondés, et là, ça a été supprimé, je l'ai plus, je ne sais pas ce que je vais faire. Et donc, je dis ça parce que je vois comment on peut améliorer concrètement, même si ce n'est pas le paradis, mais un peu la vie des gens. Et dans ces moments-là, tu vois, tu te sens fier. Tu vois ce que... Ah bah oui, oui. Ouais, ouais. Et puis, mais on se rend pas compte parce qu'il faut vraiment aller au contact des gens. Même, je vois bien le prix pour aller au cinéma, le plein d'essence, tout fait sens. Donc, il faut parler de ces gens-là. Nous, et alors bon, si on peut en parler en riant, c'est mieux. Je pense que le message passe mieux, mais moi, je fais corps avec ces gens-là. Je suis encore comme ça. J'adore aller dans les cafés, j'adore comprendre comment ils vivent, je pose des questions, tout m'intéresse. Et je trouve que la France, par moment, j'ai fait des tournées pour mon livre, là. Ce qui me rend triste, c'est qu'il y a des villes qui étaient encore vivantes, qui étaient industrielles. J'ai été sur la fameuse ligne qui va jusqu'à Clermont-Ferrand. Et c'est des villes qui sont vides maintenant, qui sont à l'abandon, des villes dortoirs. Et ça me provoque quelque chose. Ça me plaît pas. Pour entamer une deuxième partie de questions, d'échanges ici, je voulais vous demander à chacun quelle est votre anecdote de vacances, pour ceux qui en prennent, ou qui ont la chance d'en avoir. Quelle est l'anecdote, Sophie, toi, que tu voudrais nous partager ici, de tes vacances, je suppose, à Arcachon? Moi, je voulais vous partager, parce que, alors je suis désolée, je reviens un peu toujours là-dessus, mais comme on est en plein dedans et qu'on le subit, alors là, il fait frais, il fait bon, il y a un petit vent, c'est délicieux. Mais je me souviens, quand j'étais petite, j'allais pendant 2 mois à un club de vacances, ça s'appelait le Club des Dauphins, qui était sur la plage Pereire à Arcachon, qui avait été monté par la prof de sport du lycée. Et donc, ma mère, c'était sa prof de sport. Elle dit, tu peux prendre mes mômes, 2 mois. 2 mois, c'est long. Bon, elle faisait un prix. Et il y avait un trampoline absolument gigantesque où je me suis beaucoup amusée de mes 3 à 13 ou 14 ans. Et souvent, pendant les 2 mois, il y avait peut-être un jour ou 2, on disait attention, demain, c'est la canicule. C'est la première fois que j'ai entendu ce mot. J'étais toute petite. Mais tous les ans, il y avait ça. Ça voulait dire qu'il faisait 30 degrés. Et donc, il y a des moments où, quand il faisait vraiment trop chaud, les animateurs rameutaient tous les mômes, les faisaient descendre du portique, et on allait se réfugier sous le trampoline, parce que c'était le seul endroit d'ombre, et ils nous faisaient boire de l'eau. Et donc, c'était le moment où, quand même, la canicule, ça restait viable, ça restait vivable. On allait tous sous le trampoline, on s'aspergeait d'eau, puis après, on filait à l'eau pour se baigner. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le club des dauphins passerait beaucoup plus de son il y été en a plus sous des le clubs. trampoline. Il n'y en a plus des clubs, il n'y en a plus. Et finalement, ces vastes trampolines, maintenant, ils sont à 10 € les 3 minutes. Ou alors dans les jardins privés. Et ces endroits où on se retrouvait tous les jours pour jouer ensemble, il y en a plus. Il y en a ici, dans les clubs, dans les clubs de vacances et tout, mais c'est quelque chose qui a disparu sur les plages et c'est bien dommage. Maïté, Didier, je suppose que vous, des anecdotes de vacances, vous devez en avoir avec 5 petits-enfants pas mal, ici. mais je ne vais pas raconter sur eux. Ça se fait pas. Alors moi, il m'est arrivé une aventure avec Lego et Clara qui organisent des soirées. Alors c'était l'ancienne Seine, il y avait 2 portes. Et donc, il m'avait déguisée en Franche Cancan. Bon,
Alors, j'ai cru qu'il y avait une chanson de Franche Cancan qui m'attendait sur la scène. Et tout d'un coup, j'arrive, c'était du Céline Dion. Et j'étais habillée en Franche Cancan. Alors, j'ai eu le fou rire. J'avais le micro et je m'y mets pas. Enfin, j'ai fait... Voilà, c'est une petite anecdote. On vous fait vivre des aventures, grandes émotions, ici. Aurélie, toi, le goût des vacances, il se traduit par quoi? Alors nous, on bosse. Parce que quand les vacances commencent, nous, on entoure toutes les équipes. Tout le monde se met au boulot pour assurer en fait les bonnes vacances, les bons moments de tout le monde. Donc pour moi, les vacances, c'est après les vacances d'été, quand tout le monde a repris l'école, le chemin de l'école. Donc nous, ce qui est important, c'est que tout le monde passe des bonnes vacances en sécurité avec les équipes d'animation, les équipes du camping. Donc pour nous, c'est le boulot. Et oui, on n'oublie pas les saisonniers quand même. Il y en a beaucoup qui travaillent pendant nos vacances, qui nous permettent de passer des belles vacances ici. Donc on est chanceuses et chanceux. François, est-ce que toi, tu as une anecdote de vacances? Est-ce que tu es du genre à prendre des vacances déjà? C'est mes enfants qui m'ont appris à prendre des vacances, en vérité. Voilà. Post-séparation, même pour être plus clair, il a fallu que j'apprenne à amener mes gamins en vacances. Donc voilà. Et alors, t'aimes ça? Tu prends goût? Ouais. J'apprends. Non, moi, deux, trois petits trucs. Je disais, les étés, on restait à Amiens, dans ma ville. C'était une mairie communiste et je me souviens qu'on avait le tennis pour 10 francs par mois. On pouvait jouer du matin au soir et le kayak et ainsi de suite. Et c'est vrai que moi, j'ai appris à faire plein de sports parce qu'il y avait une politique, y compris en restant sur place, mais d'ouverture à des trucs. Alors moi, j'étais sport, mais je pense qu'il devait y avoir la même chose en théâtre, cinéma, il devait y avoir d'autres propositions, même si moi, j'étais très sur le sport. Après, on partait à l'automne avec mes parents en Lozère, souvent une semaine. Et je me souviens d'avoir traversé une rivière qui s'appelle le Chassezac à la nage. Elle était très fraîche. Mais pour terminer, Sophie a parlé de trampoline. Ça m'évoque une figure populaire, Jean-Yves Lafesse. Je ne sais pas si tu as... Ah bah j'ai connu. Ouais. Jean-Yves Lafesse, c'est canular téléphonique. Tu vois, pour moi, il y a un univers comme ça, il y a un univers populaire et qui, pour moi, de la même manière, il y a une sensibilité chez Lafesse qui n'est pas juste de l'ordre du gag. Il amène les gens avec lui au téléphone à explorer des chemins complètement inédits, d'imaginaire, de surprise, de joie, mais aussi de tristesse. Tu ne sais pas sur quoi ça va tomber. Je dis ça parce qu'il a un gag où il appelle en disant voilà mon chien, j'ai mis mon chien qui est un champion du monde, un champion olympique de trampoline, je l'ai mis sur le trampoline et je n'arrive pas à voir où il arrive et je crois bien qu'il est tombé chez vous et la personne, il est peint en bleu et la personne croit à tout ça et se met à chercher le trampoline dans la maison. Mais il amène les gens dans des trucs où pourtant il faut s'imaginer qu'il est dans une cabine téléphonique de 1 mètre carré et il ouvre sur bon voilà, c'est un homme que j'ai pas rencontré, je le regrette. Ah moi je le connaissais parce que dans les années 80 il officiait sur une radio, c'était la naissance des radios libres. Il y avait une radio libre qui s'appelait Carbone 14 et il officiait la nuit. Bon, c'était une radio qui parlait beaucoup de cul, mais il faisait rire, et c'est un type. Alors il est formidable parce que il pousse les gens, mais on s'aperçoit que les gens sont quand même incroyablement gentils. Hein, c'est ça qui en ressort. Parce que quand il appelle pour dire... je me rappelle d'un sketch aussi où il appelle une femme qui est soi-disant dans une tour au 72e étage. et à la Défense, et il n'y a pas d'ascenseur. Le gars, quand même, la dame, alors il faisait Madame Ledoux, et il arrivait à prendre la voix de cette dame. Et en fait, on s'aperçoit que le gars va quand même aller c'est un gars un plombier qui doit aller chez elle. Et elle lui explique qu'il n'y a pas d'ascenseur, qu'il faut monter à pied, qu'il faut redescendre jusqu'au 26e, puis remonter dans le noir. Et le gars, il dit je vais venir. Donc ça montre que les gens sont incroyablement serviables et gentils. Et moi, ce que j'aime aussi, parce que pour revenir aux vacances, on ne prenait pas tellement de vacances, non, je partage avec François cette partie-là.
Même ma femme m'a poussé à prendre des vacances, mais c'est pas un truc, j'ai pas ça, quoi. Mais nous, on allait au stade. Le stade, c'était notre jardin. Alors, c'était le foot. Alors, voilà. Mais j'aime ces moments, par exemple, en ce moment, avec la Coupe du Monde, quand les gens sont réunis ensemble. Bon, j'aime le Tour de France, parce que les gens sont réunis aussi pour quelque chose. J'aime même dans les cas les plus douloureux, hein, quand il y a des inondations, les gens s'aident. Donc je pense que la cause n'est pas tout à fait perdue. Voilà. Je me permets, mais il y a vous savez, on nous parle de concurrence tout le temps et on voudrait que tout soit en concurrence avec tout. Mais en fait, il y a un océan d'entraide et même l'anecdote que vous racontiez tout à l'heure sur, enfin, c'est pas une anecdote, mais dans la catastrophe. En fait, c'est des moments où on sent qu'on revient à l'essentiel, qu'on se serre les coudes et il y a la solidarité qui revient, quoi. Des bons moments, parce qu'on avait un bus qui nous emmenait aux douches, au gymnase, et il y a eu des anecdotes formidables. Ça serait trop long à raconter là. Quand même, on ne pouvait pas faire les 20 ans de camping sans écouter ce passage mythique, ce passage qui a rendu célèbre aussi ce film, ou je ne sais pas dans quel sens ça s'est passé, mais en tout cas ce passage que tout le monde connaît, ici encore plus qu'ailleurs, évidemment. Fabien, tu es rattaché maintenant à vie à cette réplique. Pastis partant bleu, pastis délicieux. J'y pensais tout à l'heure. J'ai dit, ça va bientôt être l'heure. Alors, on n'attend pas Patrick. Quand même, il y a eu énormément de spectateurs qui sont venus voir ton film. Il y a eu un succès immense. Et nous, on a la chance de t'avoir ici ce soir, de partager ces 20 ans, de pouvoir revenir sur des anecdotes, revenir sur aussi des choses qui n'ont pas forcément été dites ou qui ont été annoncées même ce soir. Moi, j'ai entendu qu'il y avait un camping 4. Hein, je sais pas. Non, j'ai je pas dit rigole, qu'il y avait- Fabien, non, je rigole, J'ai dit Fabien. que je vais... C'est pas perdu. Voilà. Tout n'est pas perdu, voilà ce qu'on a entendu. C'est pas perdu. Pour terminer, je vais vous proposer un petit mot de la fin, le petit mot de conclusion que vous avez envie de nous partager ce soir dans cette émission spéciale des 20 ans de camping. Sophie, je te laisse commencer. Eh ben, merci beaucoup. Moi, je suis ravie parce que donc ça fait bientôt 52 ans que je passe devant régulièrement en allant à la plage que j'avais nommée l'Optimis quand j'étais petite, parce que je savais pas que Nice, je connaissais pas. Donc pour moi, la plage à côté, c'était l'Optimis. J'avais écrit une rédaction à ma maîtresse de qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances. Je suis allée à l'Optimis. C'était génial. Donc enfin, je suis passée de l'autre côté de la pancarte, les flots bleus. Donc merci pour l'accueil. Maïté, Didier, un petit mot de la fin. Oui, et ben bravo à toute l'équipe des Flots Bleus. Voilà, tout le C'est monde. vrai, équipe tout le incroyable. monde. Vraiment Parce qu'ils bravo. ont leur résilience et leur pugnacité. Puis comme vous avez dit, regarde devant. Ça, c'est beau. C'est beau. Magnifique. Merci à vous, merci à tous, merci à Fabien de revenir sur ses premiers pas ici. Je tiens aussi à remercier tous nos artisans, producteurs des marchés nocturnes du mercredi qui font une animation incroyable, qui mettent en avant le savoir-faire local. Et puis merci à vous d'être venus, c'était un bon moment de partage. Merci à toi de nous accueillir, merci à toute ta famille de nous accueillir. François ? Merci pour votre accueil, évidemment. Merci à Fabien d'avoir accepté ce moment commun qui lie cinéma et politique. Il y a beaucoup de choses qu'on partage finalement. Je m'en aperçois dans nos conversations. Et voilà. Moi, je rêverais d'être là demain soir pour voir le match avec vous. Ben oui, mais je ne serai pas là. Et non, juste le temps où il y a l'école, je ne dis pas que c'est un temps d'égalité, mais c'est un temps commun entre tous les enfants.
Et le temps des vacances, finalement, c'est le temps où chacun a son propre destin et ça revient le temps des inégalités. Où il y en a qui vont aller à l'autre bout du monde, d'autres qui vont aller à l'autre bout de la France et d'autres qui vont rester coincés. Et donc voilà, je pense qu'une politique publique des vacances, c'est quelque chose qui restaure un peu moins d'inégalités et qui donne la chance des vacances à toutes et à tous, en tout cas aux enfants, parce qu'on voit comme pour toi comme pour moi, finalement, on est un peu des paraplégiques ou bien des handicapés, des inaptes aux vacances. Hein. Ça s'apprend, ça met du temps, mais quand on a fait ça régulièrement dans l'enfance, et ben voilà, c'est pas seulement le porte-monnaie, c'est aussi une habitude presque, les vacances, quoi. Et en tout cas, si tu es président de la République, moi je serai ministre des Vacances. Allez, on finit là-dessus. Notre nouveau Léo Lagrange.